On a plein de questions qui sont arrivées. On va on va y passer un peu de temps sur cette partie-là de structurer tout ça. On va essayer de regarder, voir les enjeux positifs, les enjeux neutres ou négatifs, etc. Un, sur la tendance et sur les besoins des consommateurs en matière d'épargne. Vous voyez les choses comment? Les épargnants, les investisseurs n'ont jamais eu autant besoin de conseils. Jamais. Sur le plan fiscal, ils sont perdus avec des lois de finances qui se succèdent. Là, on parle d'unification, mais c'est certainement pas une simplification. Sur le plan juridique, on a l'arsenal le plus complexe. Sur le plan financier, des taux d'intérêt négatifs, même à l'école, on n'a jamais appris ça. Il y a 30 ans, on ne savait pas ce que c'était des taux d'intérêt négatifs. Sur le plan sociétal, un besoin dû à un vieillissement de la population, une internationalisation des familles éclatées, qui font qu'à un moment, une personne seule est incapable de s'y retrouver. Ça, c'est le constat besoin client. Parallèlement, nous avons beaucoup de chance parce que les grands acteurs sont un petit peu occupés en ce moment. Il ne faut pas les sous-estimer, mais les banques ont une préoccupation majeure aujourd'hui. Elles gèrent plus un risque, elles sont plus dans la gestion du risque que la gestion d'un client. Donc la réglementation, on s'en plaint, mais elle est également très lourde pour eux. Et ils sont actuellement dans cette phase entre la digitalisation et... Donc c'est-à-dire qu'elles sont en train de se replier, elles sont en train également de segmenter leurs clients. Et je pense que les conseillers en gestion de patrimoine que nous sommes, nous avons un champ énorme sur ce qu'on appelle peut-être de façon un petit peu, le terme n'est pas très joli, mais le ventre mou du marché. Des personnes physiques, des familles qui ont entre 500 000 euros et 2-3 millions d'euros. Ok, dans ce que vous venez de dire, vous avez parlé de la digitalisation au niveau des banques. Le métier du conseil est un métier profondément humain. Humain, absolument. Comment vous voyez la digitalisation et les fintechs? Est-ce que c'est un outil qui permet d'accélérer le travail et d'aller plus vite dans le traitement du client? Est-ce que c'est une concurrence? Quelle est votre perception des choses? C'est un outil indispensable qui permet d'avoir des gains de productivité sur les opérations sans valeur ajoutée. Tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est TRACFIN, tout ce qui est remplissage des documents à longueur de journée, là on va être aidé. Le deuxième avantage, et d'ailleurs nous sommes en train de créer une application chez Cyrus Conseil avec un coffre-fort numérique, avec la vie patrimoniale, c'est d'améliorer ce qu'on appelle l'expérience client, faire en sorte que notre client, qui a l'habitude, aujourd'hui, l'acte de consommation est immédiat. Il commande sur Amazon un article, moins de 12 heures après, il l'a. Il va retirer de l'argent qui lui appartient sur un contrat d'assurance vie, on va lui demander 15 jours. Il ne peut plus le supporter. Donc il faut pouvoir lui apporter ces outils, c'est le deuxième avantage de la digitalisation. Et le troisième, c'est la maîtrise de l'information, de la data. Mieux connaître nos clients, mieux on les connaîtra, mieux on pourra les servir. Donc cette digitalisation sont simplement des moyens. Après les fintechs, dans les fintechs c'est très large. Il y a effectivement les robots advisors qui proposent un modèle automatisé sur l'allocation d'actifs. Nous sommes preneurs pour l'utiliser. Nos clients ont besoin de prendre des risques, ils ne peuvent pas le prendre tout seuls et je pense que dans ce domaine, les fintechs vont être un atout supplémentaire grâce à leurs moyens plutôt plus sympathiques, avec un petit peu de gaming pour arriver à mieux maîtriser le risque, donc avoir une réglette qui permet de dire à un client, on entend encore aujourd'hui, vous savez, monsieur le conseiller, moi je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques, je me contenterai d'un 4%. Il va voir avec sa réglette qu'avoir du 4% sans risque, c'est juste impossible et qu'il va avoir besoin de mettre 70% de risque pour l'avoir. Donc les fintechs sont un moyen, un outil indispensable. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il ne faut pas passer à côté. Donc nous, on les regarde plutôt avec bienveillance depuis le départ comme étant des outils d'appui qu'on pourra mettre d'ailleurs à disposition de certains de nos clients qui pourraient en avoir besoin parce que c'est le client qui décidera s'il a envie de faire tout seul. Je ne vois pas à quel titre on pourrait lui dire non. Allez, vous me dressez pour l'instant un portrait qui est relativement favorable pour les CGP. Vous nous dites l'évolution de la société. C'est réellement notre conviction, sinon on n'aurait pas repris 100% du capital. À 55 ans, on ne serait pas reparti sur un train de cette importance si on n'avait pas confiance en notre avenir, en l'avenir des conseillers en gestion de patrimoine. Pour autant, je suis là aussi pour vous challenger, et donc je vais vous challenger. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet pour les CGP, c'est l'évolution des marges? C'est vrai. C'est indéniable, nous avons une augmentation de notre coût d'exploitation du fait de cette réglementation nécessaire, peut-être un petit peu excessive par moment, et la baisse des marges qui est due au fait d'abord que nous avons des taux d'intérêt très faibles. Et proposer des frais de gestion à un client aujourd'hui avec des fonds en euros qui rapportent autour de 1,5%, des taux d'intérêt négatifs, on ne peut plus augmenter nos marges. Donc le problème de marge appelle pour nous deux réponses. La première, c'est celle de l'effet volume.
nous sommes obligés d'avoir plus de volume pour pouvoir amortir les fonctions support. Donc l'effet volume, on l'a de deux façons, en augmentant le nombre de conseillers, de CGP, et en augmentant également le niveau minimum des clients. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut upgrader les clients. C'est indéniable. Un client qui n'a pas un potentiel d'investissement de quelques centaines de milliers d'euros ne peut pas être aujourd'hui décemment servi et bien servi par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire qu'on oriente désormais le marché que sur gestion privée, ce qui est au-dessus. En tout cas, chez Cyrus Conseil, c'est le choix qui a été fait. Nous avons 3 départements. Département gestion privée, gestion de fortune à partir de 3 millions d'actifs confiés et un département de family office pour des familles beaucoup plus fortunées qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros et sur un modèle uniquement basé sur des honoraires. Donc vous nous dites, grosso modo, il y a un élément clair, c'est la baisse des marges. On y répond par la nécessaire augmentation des volumes. L'augmentation des volumes et de l'intégration des marges. Aujourd'hui, avec Invest-AM, nous sommes un assembleur de talents. Invest-AM ne gère pas de fonds spécifiques sur les small caps européennes. On ne va pas se dire demain spécialiste du high yield américain. Nous sommes des allocataires d'actifs. Invest-AM, c'est 10 personnes qui font le travail de CGP tout seuls. Simplement, ils ont des outils de contrôle du risque. Et notre rôle n'est pas d'empiler des gestionnaires, mais de les assembler. On travaille beaucoup sur les décorrélations. Donc cette marge qu'on pouvait laisser en donnant un mandat de gestion à la banque X, aujourd'hui, nous la donnons à Invest-AM, qui fait exactement le même travail que nous faisions de façon artisanale, en allant chercher différents gérants assemblés. Et donc la marge, elle n'est plus dans la banque, elle est chez nous, en toute transparence avec nos clients, sachant que Invest-AM a été créé en 2010, et depuis 2010, nous étions déjà complètement en accord, en harmonie avec totalement compliance par rapport à MIF 2. On n'a jamais eu de rétrocession au sein d'Invest-AM sur les fonds. D'accord, donc vous avez été en avance sur le sujet, effectivement, en ne touchant pas d'argent. Question sur la thématique de l'architecture ouverte. Grosso modo, toute la place a dit qu'il faut faire de l'architecture ouverte, il faut qu'on trouve tout partout, etc. Mais après, finalement, on se pose la question de savoir l'élément différenciant, si on trouve la même chose partout, à part la capacité du gars à se dire je vais plutôt prendre celui-là plutôt que tel autre produit. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas confondre indépendance et dispersion. Notre histoire a fait qu'à un moment, nous avions 830 fonds dans notre base. On a beau avoir du monde, c'est impossible de gérer 830 fonds, de connaître les fonds. Donc il y a 4 ans, nous avons quitté, j'ose le dire, l'architecture ouverte pour passer sur une architecture contrôlée. 10 asset managers, dont Invest-AM, donc 9 asset managers avec lesquels on a de vrais partenariats, qui ont des gammes extrêmement larges. On a une base de 350 fonds. Donc à partir de là, Invest-AM va aller chercher tous les autres fonds sur le marché. D'ailleurs, Invest-AM travaille beaucoup. On a à peu près 40% de la gestion qui se fait au travers de trackers, d'ETF, etc. D'accord. Ça, c'est la partie production sur la partie asset management. Et on a la même chose sur l'activité immobilière en créant des club deals pour des investisseurs, comme je disais en introduction, privés. Mais je vous dis, la dernière opération, aujourd'hui, on est sur une opération d'une entreprise du CAC 40 qui a plus d'une cinquantaine de points sur un bail où on a encore 6 ans en moyenne devant nous. On a créé un club deal. Bon, le ticket d'entrée est à 1 million, on va avoir des rendements autour de 8%. Nous avons créé un FPCI parce que les actifs sont chers aujourd'hui, que ce soit des actifs financiers ou immobiliers. Donc on a créé un FPCI, un fonds professionnel de capital investissement, qui est investi uniquement sur de l'immobilier de transformation, du value add, parce qu'aujourd'hui acheter du boulevard Haussmann à 2,5%, nous on ne fera pas ça pour nos clients. Donc on achète, on transforme, on achète un immeuble, on démolit, on reconstruit, on remet en location, on revend. Et là, on attend des TRI de 8 à 9% avec 50% de dette. Ça permet à des clients qui ne peuvent pas s'endetter de pouvoir investir et des tickets d'entrée relativement modestes de 100 000 euros. Ces produits, nous avons une marge qui est intégrée, qui est revendiquée, que nous expliquons à nos clients et qui sont en général, notre FPCI doit avoir des frais de gestion, je ne veux me fâcher avec personne, qui doivent être au moins de 40% inférieurs à ceux qui existent sur le marché. Ça veut dire que devenir producteur pour un CGP, c'est quelque part indispensable à la fois pour tenir les marges et à la fois pour se différencier en termes d'offres? C'est exactement en tout cas notre conviction. Si vous voulez, par rapport au CGP, celui qui est tout seul, aujourd'hui, son travail va être un petit peu moins intéressant parce qu'il passe beaucoup de temps à faire de l'administratif. Mais il n'est pas en risque. Parce qu'il est bon, parce qu'il tient ses clients, parce qu'il a une vraie valeur ajoutée. Mais il n'est pas en risque parce qu'il n'a pas de masse salariale. Si je suis chez GP et que j'ai déjà 4, 5 collaborateurs, voire 10, là, je me mets en risque. Parce que mes marges vont être absolument nécessaires pour pouvoir assurer ma pérennité et une qualité de service. Ne pas franchir la ligne jaune
Et là aussi, le modèle, nous avons des associés. Je répète, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Cyrus Conseil, ce ne sont pas une association de CGP. Il y a 175 salariés. C'est une boîte. C'est une société, voilà, avec des associés, avec des actionnaires. Mais donc, et là, je disais, le modèle d'associés permet aussi de ne pas franchir ces lignes jaunes. On est plusieurs, et donc à un moment, on peut se retrouver pour des raisons de marge, aller vers un produit qui est rémunérateur, mais qui n'est pas de l'intérêt de nos clients. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais chez Cyrus, puisque c'est notre fonds de commerce. On peut faire rimer marge avec service client. Simplement, au lieu de la laisser à d'autres, on l'internalise, mais là aussi, c'est 11 personnes, 11 spécialistes, donc il faut pouvoir les payer. Donc il y a un effet volume qu'on retrouve encore. Georges, il y a plein de questions. Oui, et la première question qui sort beaucoup, c'est on nous dit un des gros enjeux des CGP, c'est de se faire connaître. Et finalement, la profession stagne depuis quelques années. Et vous, comment vous faites et comment un CGP doit faire pour mieux se faire connaître et donc se développer? Je rebondis là-dessus. Oui. Pourquoi? J'ai entendu l'argument tout à l'heure en disant les banques, elles sont en difficulté, elles gèrent le risque, etc. Elles n'ont pas le temps à consacrer à nos clients. Comment se fait-il effectivement que les CGP n'aient pas pris plus de parts de marché dans la dernière décennie? C'est une bonne question. Tous les ans, on dit qu'on devrait. Pour notre analyse, c'est qu'il y a un point majeur, c'est la notoriété. La notoriété, nous ne sommes pas connus. Nous avons une proposition de valeur qui est sans commune mesure. Je pense que objectivement, quand je dis nous, pas Cyrus Conseil uniquement, les CGP, nous avons une proposition de valeur qui est très largement supérieure à celle de nos banques. Mais nous ne sommes pas connus. Et un épargnant ne peut pas confier le fruit d'une vie de travail à une personne qui représente lui-même ou qui représente 2 ou 3 personnes. Et encore faut-il savoir qu'il existe. Donc aujourd'hui, nous avons un déficit de notoriété. Je pense que plus il y aura des sociétés importantes, plus il y aura des associations, plus il y aura des primoniales qui aujourd'hui a ouvert un marché, plus il y aura de Cyrus, mieux tout le monde se portera. Le cabinet qui est dans le Luberon, qui est dans le sud de la France, qui est à Lyon, qui est à Lille, doit se féliciter de voir des marques émerger. Plus on sera nombreux, plus on attirera l'œil des particuliers qui diront « Ah ben c'est vrai, ils existent ». Mais encore faut-il qu'ils le sachent. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Donc la notoriété, la marque est importante. Georges, on continue. Et après, pour la continuité, on nous dit finalement pour un CGP, quel est le produit de demain? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que l'assurance vie, c'est fini? Concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis incapable de vous dire quel est le produit de demain, si ce n'est de vous dire que c'est plus un service. Et au-delà du service, vous voyez, il y a 3 types d'acteurs ou 3 phases. Il y a les vendeurs de produits qui pensent que c'est la vente du produit qui fait la relation. Nous n'avons jamais été dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est le service. Donc c'est le one-stop shop, un service plus large. Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas suffisant et qu'il faut ajouter une brique qui est beaucoup plus humaine, émotionnelle, pour créer un lien fort avec un client. Donc ce côté humain va faire que derrière, on trouvera les produits. Nous sommes indépendants. Donc vous dire est-ce que c'est l'assurance vie, si ce n'est pas l'assurance vie, ce sera le compte titre, si ce n'est pas le compte titre, ce sera l'immobilier, si ce n'est pas l'immobilier, ce sera le private equity. Des produits, on les trouvera. Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie valeur ajoutée. Cyrus Conseil, c'est 12 personnes à l'ingénierie financière et fiscale. Donc il faut pouvoir s'adapter et ensuite les produits, on ira les chercher. Faire attention aux phénomènes de mode, se challenger en permanence, essayer d'être un petit peu contrariant et aussi pouvoir suivre par moments des demandes de clients ou les refuser. Voilà. On a une question justement, alors, la question était là sur les produits, là on est sur les sources, la bonne répartition en matière de sources de revenus pour les CGP. Il faut quelque part acter le fait que les rétros, c'était le monde d'avant? Non. En revanche, il faut acter que le monde d'aujourd'hui et de demain doit être également basé sur des honoraires. Pas simplement pour un équilibre des business models, pour une réalité. L'endroit où on rend le plus de services, on apporte le plus de valeur ajoutée, c'est le conseil. Et il n'est pas rémunéré. Et dans le passé, on apportait un conseil très important, on vendait un contrat d'assurance vie sur un client qui n'était plus jamais revu, et on était rémunéré tous les ans. C'est complètement aberrant. Donc il faut des honoraires, mais les honoraires seuls ne peuvent pas suffire à développer un modèle avec une marque. On a besoin de la marge du distributeur qu'il faut défendre, mais pour la défendre, on y revient, il faut une valeur ajoutée. Et une partie de la marge du producteur. On n'a pas que des produits intégrés, on a très peu aujourd'hui. On a 200 millions d'euros sur des fonds InvestAM pour 3 milliards gérés. Donc on voit bien on n'est pas du tout sur le repli et avoir uniquement ce qu'on appelle de façon impropre des produits maison. Donc l'équilibre, il est par le courtage et par les marges verticales plus des honoraires qui doivent être le reflet
de la réalité d'un conseil donné qui mérite un prix. Une dernière question sur cette partie, Georges. Oui, on commence à parler du digital. Est-ce Oui. que quand même, c'est pas le point sur lequel il faut que les CGP aillent pour se... Est-ce que vous avez du digital, vous? À part votre appli. Oui, notre digital, vous savez, quand l'électricité a été créée, on n'a pas recruté un chef électricité officer. Le digital fait partie de notre quotidien, notre organisation. Mais là, ce qu'on appelle cette transformation digitale, on insiste, elle n'est pas que techno, elle est humaine. C'est une façon de travailler qui doit être différente. C'est une organisation interne. Si on veut que le client ait une expérience nouvelle, il faut que les collaborateurs aient une expérience nouvelle. Nous, aujourd'hui, dans nos bureaux qui sont complètement transformés, on a l'habitude de dire que c'est le bocal qui fait le poisson. Si je prends un poisson rouge, voilà, je suis un poisson rouge, voyez-moi un poisson rouge et vous le mettez dans le verre qui est posé là, ou dans un seau, dans une baignoire, ou dans un lac, le même poisson n'agira pas de la même façon. Donc le digital, il y a certes de la techno qui est indispensable. Donc nous avons un CRM qui est développé. C'est sur plusieurs années, c'est plusieurs millions d'euros un CRM à développer. C'est une application, c'est un intranet, c'est Fuse pour les communications internes, c'est Yammer pour la communication. On supprime 50% des mails internes. Mais encore une fois, on ne cherche pas à imiter quiconque. On cherche à s'imprégner des codes, d'ailleurs de deux codes. Nous, on s'imprime des codes du digital et des codes du luxe. Le positionnement de Cyrus Conseil, ça nous amènera à la troisième partie, c'est de créer une marque dans le luxe accessible. Parce qu'on doit aller, c'est là où il y a le plus de clients mal servis par les banques, et ils sont les plus nombreux. On peut tous rêver d'avoir des familles à 50 millions, à 100 millions. Ce n'est pas forcément la panacée. En revanche, avoir plusieurs familles à 1 million, là, la pérennité du modèle est assurée.